Cette image, quand je le raconte, je le vois. Je le vois. J'ai envie de montrer des photos de gens forts, de gens conscients. D'en voir les richesses. La diversité des vérités possibles. J'ai pris une chaise et je suis allé dehors en dessous d'un arbre. Je suis économiste. J'ai fait des études d'économie, mais je suis un économiste politique. Dans ce sens que je ne pense pas que la dimension économique dans la vie sociale puisse être comprise, séparée des autres dimensions de la vie sociale, c'est-à-dire de l'être social comme l'être humain comme être social, politique, dans toutes ses dimensions. L'économie avait commencé par s'appeler économie politique, et elle était effectivement un regard sur la société humaine qui donnait une certaine importance, une importance certaine, à la production et à la répartition des richesses, mais sans séparer cette dimension de la vie sociale des autres. Et c'est en réaction au caractère politique de l'économie que l'économie dite néoclassique, qui n'est pas néoclassique, qui est anticlassique, s'est constituée à partir de la fin du XIXe siècle en réaction contre le marxisme et qui a fini par donner les âneries qu'on enseigne à l'heure actuelle sous le nom d'économie, ou même mieux en américain economics, séparées de toutes les autres dimensions de la vie sociale. C'est une absurdité, c'est une théorie qui n'est pas la théorie du capitalisme réellement existant, de la société réellement existante, mais c'est la théorie d'un système imaginaire que les économistes en question appellent le marché. Le libéralisme, c'est la formulation, de l'idéologie du capital, de l'idéologie capitaliste dans ce qu'elle a d'essentiel. C'est-à-dire une théorie ou une vision de la société qui met l'accent, presque exclusif, unilatéral, sur le concept de liberté. Mais de liberté, non pas comme on peut l'entendre dans tous les sens du terme, mais de liberté principalement d'entreprise, de liberté d'initiative dite économique, d'entreprise, finalement. Alors, ce libéralisme réduit la société, effectivement, à un ensemble d'individus qui auraient pour caractéristique principale qu'ils vivent dans une société qui leur permet et crée les conditions d'une liberté d'initiative économique. Alors, l'idéologie, là où on passe de la reconnaissance de ce fait banal en lui-même, évident pour le monde contemporain, ce n'est pas une réalité de tout temps. La reconnaissance de ce fait banal a son idéologisation, c'est-à-dire à la formulation de l'idée que ce mode d'existence serait le plus rationnel, avec un grand R, le plus efficace, avec un grand E, et éternel, avec un grand E également, la fin de l'histoire, avec un grand F, etc., etc. C'est-à-dire qu'il représenterait une coupure dans l'histoire de l'humanité. Avant, l'être humain est irrationnel, inefficace, etc., etc. Et depuis, il est devenu, et pour l'éternité, il a eu une révélation, et il est devenu efficace, rationnel, etc. C'est l'idéologie que les Européens ont formulée entre la Renaissance et le XVIIIe siècle, depuis et la formulation qu'on appelle la philosophie des Lumières. C'est effectivement une rupture avec le passé européen lui-même, mais avec le passé de l'histoire humaine d'une manière générale. Mais c'est une rupture qui n'est pas la fin de l'histoire, qui est l'entrée dans un nouveau chapitre de l'histoire, il y en aura d'autres après probablement, qui se manifeste par une certaine rationalité, une certaine efficacité, mais celles-ci sont toujours relatives et relatives à un système social. Vous avez écrit un livre qui s'appelle « Le virus libéral ». Et est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu le titre ? Oui, j'ai choisi ce titre qui pourrait paraître provocateur, le virus. Pourquoi virus ? Parce que le libéralisme, justement,
se propage exactement comme un virus. Un virus, ça s'attrape facilement, n'est-ce pas? Et ça se généralise en une épidémie rapide. Le libéralisme se propage comme un virus. Il frappe tout le monde, à droite, mais aussi à gauche. Il frappe aussi tout le monde dans le monde. Il frappe les pays capitalistes développés, il frappe les anciens pays dits socialistes effondrés, il frappe les peuples du tiers-monde dans le désarroi le plus complet. C'est un virus, c'est une maladie, qui est cette croyance qui délégitime la démocratie, qui est cette croyance que le sort de l'humanité dépend d'une force surnaturelle qui s'appelle le marché, et que la gestion de la vie humaine, sociale, dans toutes ses dimensions, par les exigences du marché, produirait par elle-même un ordre social humainement satisfaisant et même le meilleur des mondes possibles, ce qui n'est pas le cas. Et cette croyance tue toute capacité d'action. Si l'on croit que le marché décide de tout, et de surcroît, que si on le laisse fonctionner le plus librement possible, le plus dérégulé, comme on dit, il va produire l'équilibre social le meilleur du monde, l'équilibre optimal, disent les économistes qui défendent ce point de vue. Si l'on croit cela, alors il n'y a plus de place pour la diversité d'opinions. Elle ne sert à rien. Elle ne sert à rien, puisque votre sort ne dépend pas de votre opinion, mais du marché. La démocratie, donc, si on la comprend comme étant l'organisation du conflit des opinions, des idées, des visions de l'avenir, ne sert à rien. Elle est inutile. La volonté même, l'imaginaire humain, l'imaginaire social, la capacité de l'être humain ou des sociétés d'imaginer un avenir différent du présent, d'imaginer même des utopies au sens créateur du terme, est complètement supprimée. Et c'est un appel à la démission, à l'immobilisme. Subissons notre sort, il dépend du marché. Dans votre livre, vous scindez le monde en plusieurs zones et vous parlez d'une triade donc, qui décide pour les autres. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu plus qu'est-ce que la triade ? Oui, la triade, le terme n'est pas de moi, je ne sais pas de qui il est, mais il a été inventé il y a une dizaine ou il y a une vingtaine d'années pour désigner les trois, j'allais dire comparses, les trois sous-ensembles de ce que j'ai appelé, moi, d'une façon plus générale, le ou les centres du capitalisme mondial réellement existant. Vous pouvez dire États-Unis, Europe, Japon. Alors, ce qu'il y a de nouveau, c'est que cette triade constitue désormais un impérialisme collectif, dans ce sens que nous sommes rentrés dans un niveau de centralisation, de concentration du capital, qui est tel que les segments dominants du capital mondialisé, les oligopoles, les transnationales, ont maintenant des intérêts communs dont ils sont conscients dans une gestion collective du système mondial dans son ensemble. Et le tiers-monde dans tout ça, comment est-ce qu'il s'y retrouve ? Le tiers-monde dans tout ça, c'est une minorité de 85%, n'est-ce pas, de l'humanité. La majorité, c'est-à-dire les 15%, pense être la majorité et pense pour les autres. Le libéralisme chez eux est dévastateur, parce que le nombre des marginaux, des précarisés, des chômeurs, en Europe même, n'est plus négligeable, ce n'est pas une petite marge. Mais tout de même, c'est un peu moins tragique que les effets dévastateurs du libéralisme imposé dans le tiers-monde. Alors, de ce fait, l'idée que les pays capitalistes développés, ma foi, parce qu'ils offrent des modes de vie qui sont moins mauvais qu'ailleurs, ce qui est une évidence, c'est l'exemple pour les autres. Et que ce qu'eux-mêmes ont réalisé, les autres pourront le faire. Sans réaliser que leur progrès, même si vous mettez tout cela entre guillemets, a un prix. Et ce prix est notamment la misère des autres. Certains pays africains, pays pauvres en règle générale, pensent
rattraper le train du développement en faisant confiance ou en suivant les préceptes des institutions internationales. Est-ce que... Oui, rattraper, je mettrai les guillemets. Attraper ou rattraper. Attraper ou rattraper, attraper le train, monter dans le train en marche, ou rattraper son retard, réduire le retard. C'est un objectif que toutes les victimes du système ont presque toujours eu. Avant de prendre conscience que c'est impossible et qu'il faut faire autre chose, on se nourrit de l'illusion qu'on pourrait faire comme les autres, sans se rendre compte que les logiques du système le rendent impossible. Faire autre chose ne veut pas dire s'installer dans la pauvreté, l'accepter et faire l'éloge de la pauvreté, comme certains le font, et accepter d'être une réserve folklorique pour les touristes, éventuellement. Non, ça veut dire choisir une autre voie de développement, mais qui s'impose dès le départ comme allant au-delà des logiques du capitalisme. Alors ça, c'est difficile. Et justement, quelles sont les marges de manœuvre pour les pays pauvres, les pays du tiers-monde et en Afrique notamment? Quelle est la possibilité qu'ils ont d'influer sur leur propre destin, de décider pour eux-mêmes à l'heure actuelle? Votre question est posée dans des termes trop abstraits et trop généraux. Tous les peuples ont, à un moment ou à un autre de leur histoire, su s'imposer et à d'autres moments n'ont pas su s'imposer. Prenons le cas des peuples africains. Ils n'ont pas su s'imposer, ils ont subi la traite négrière, ils ont subi la colonisation, mais ils ont su s'imposer en imposant, à travers leurs mouvements de libération nationaux, la reconquête de leur indépendance. Ça a été un grand moment de l'histoire de l'Afrique contemporaine, qui a été suivi par des transformations qui ne sont pas toutes négatives, loin de là, qui ont transformé la figure du continent africain, pour le pire par certains aspects, mais pour le meilleur par d'autres. Donc ils ont su. Et nous sommes de nouveau dans un moment où la marge paraît inexistante. D'où d'ailleurs en Afrique, comme ailleurs, dans ces moments, le désespoir, le désarroi, ou la substitution à des projets alternatifs réels d'illusions. Mais les peuples africains, comme les autres, finiront par créer les conditions de la reprise en main de leur destin. Alors, reprise en main de leur destin, ce n'est pas un problème africain, c'est un problème mondial. Bon, dans le moment actuel, parce que nous sommes dans un moment où le socialisme, entre guillemets, a subi un échec retentissant, le moment paraît être occupé, la scène est occupée exclusivement par le libéralisme, comme si il n'y avait jamais eu et qu'il n'y aurait jamais d'autres pensées humaines possibles. C'est-à-dire, nous sommes dans un moment, on pourrait dire, pour employer un terme que je n'aime pas du tout, de totalitarisme ou de pensée unique, que la pensée de la classe dominante paraît être la pensée dominante dans la société et s'impose comme une force de la nature. Mais c'est un moment très bref. Dans un temps très court, 5, 10 ans, même pas 10 ans, 5 ans, au milieu des années 90, déjà se cristallisent les déceptions. C'est-à-dire que ce libéralisme qui devait produire la croissance accélérée, la démocratie et le reste, et la paix, produit le chômage grandissant, produit la stagnation, produit des guerres en nombre croissant. La déception est là. Et dès la fin des années 90, s'amorce ce qu'on appelle le mouvement, ou les mouvements dits altermondialistes, peu importe leur nom, des mouvements sociaux qui se cristallisent avec le premier forum social mondial à Porto Alegre en 2001, et dans lequel les voix de les victimes innombrables de tous les pays du monde, de ce libéralisme, font entendre leur voix.
On ne peut pas dire que cette voix soit inaudible. Ce qu'il y a, c'est que, mais il ne faut pas être trop pressé dans l'histoire, c'est que nous sommes encore à un stade où les voix qui se font entendre sont des voix de protestation. Mais il ne suffit pas de protester, de rejeter, de dénoncer. Encore faut-il être parvenu à la capacité de proposer un projet alternatif cohérent. On n'en est pas encore là, mais ça viendra.